Saviez-vous qu'un tiers de la population dort moins de 6 heures par nuit? Il est vrai que les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont plutôt alarmants. Nous dormons de moins en moins longtemps et de moins en moins bien. Sans remonter jusqu'en 1669, revenons un peu en arrière. En 1986, nous dormions plus de 8 heures par nuit. Puis à partir de 2010, la courbe s'est effondrée. 7h47 minutes en 2010, moins de 7 heures en 2017. Et désormais, 6 heures et 42 minutes seulement. Malheureusement, ce n'est pas qu'une statistique froide, puisqu'un Français sur deux se plaint aujourd'hui de problèmes de sommeil. À l'échelle mondiale, une enquête récente menée par une société privée a interrogé 36 000 personnes dans 17 pays différents. Les résultats sont édifiants. Près de 4 personnes sur 10 ne passent qu'1 à 3 bonnes nuits de sommeil par semaine. Pourtant, les recommandations des experts sont assez claires. Au moins 7 heures de sommeil par nuit, 7 jours sur 7. Cela représente un déficit potentiel d'au moins 14 heures de sommeil par semaine, soit l'équivalent de 2 nuits blanches cumulées. Il y a des études qui sont très intéressantes et qui, en fait, sont même choquantes quand on voit l'activité cérébrale entre une personne qui a dormi le nombre d'horaires adéquat et une personne qui est en manque de sommeil. C'est qu'on voit que l'activité du cerveau est réduite d'une forme presque extrême. C'est-à-dire que la personne, on pourrait presque dire, est dans un état automatisé sans la possibilité d'avoir une conscience plus accrue de son environnement, de ses interactions, de ses émotions. Et c'est super intéressant parce que, en fait, quand on voit ces études dans lesquelles on montre l'IRM fonctionnel, dans lequel on voit de manière assez détaillée ce qui se passe dans le cerveau de la personne, et que l'on compare quand la personne a dormi et quand elle est en manque de sommeil, on voit une réduction absolument incroyable de l'activité cérébrale de la personne. Donc, effectivement, si le cerveau n'est pas en fonction, ça montre qu'il n'est pas activé de la manière adéquate qui est requise par notre conscience d'état de veille ordinaire. Pourquoi devrions-nous accorder autant d'importance à quelque chose d'aussi passif que le sommeil? Eh bien tout simplement parce que le sommeil est bien plus actif qu'il n'y paraît. C'est déjà un mécanisme essentiel pour notre cerveau, car durant la phase de sommeil paradoxal, notre cerveau trie, classe et consolide les informations accumulées durant la journée. C'est un peu comme si un bibliothécaire invisible recevait des livres toute la journée et venait organiser le soir les étagères de votre esprit. Privé de sommeil, ce processus de maintenance s'effondre. Les capacités d'apprentissage diminuent, la mémoire à court terme est saturée et les erreurs deviennent plus fréquentes. Il y a plusieurs problèmes qui sont des problèmes sociétaux qui sont associés à ce manque de sommeil. Des problèmes comportementaux également qui vont s'additionner à ces problèmes. Ensuite, le sommeil profond est une clé aussi pour notre corps, et déjà vis-à-vis de tous les mécanismes de réparation cellulaire. On le sait, durant la nuit, les tissus endommagés sont régénérés, les muscles se réparent et les hormones essentielles, comme les hormones de croissance, sont libérées. Moins de sommeil, c'est une accélération du vieillissement prématuré. Mais le sommeil profond est aussi une clé pour notre immunité. Car le manque de sommeil est associé à une augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Il affaiblit donc notre système immunitaire, nous rendant plus vulnérables à toutes les maladies. Le sommeil intervient également sur notre métabolisme et la régulation de notre poids, puisqu'il influence les hormones qui contrôlent la faim et la satiété. Quand nous manquons de sommeil, la production de l'hormone de la faim augmente, tandis que celle de la satiété diminue. Résultat, une tendance à grignoter plus souvent des aliments gras ou sucrés et un risque accru de prise de poids et de diabète. Le sommeil va avoir une action sur notre poids et notre alimentation pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que avoir un bon sommeil permet de réguler deux hormones, une qui va justement gérer la faim et l'autre la satiété, le sentiment de satiété. Donc en fait, mauvais sommeil dit dérégulation hormonale, dit que l'on va avoir peut-être plus faim et plus de difficultés à sentir l'arrêt de la faim, donc surpoids, etc. La deuxième chose que le sommeil va faire, c'est permettre de réguler l'alimentation via un rééquilibrage du système nerveux. Si on a bien dormi, qu'on est bien reposé, alors on ne sera pas trop stressé. Et donc si on n'est pas trop stressé, pas besoin d'aller picorer toute la journée. Par contre, quand on a ce déficit au niveau du système nerveux, on va plus facilement avoir tendance à aller picorer, manger. Ça va provoquer du surpoids, ce qui peut déséquilibrer le sommeil, etc., etc. Faut jamais oublier que tout ça, c'est un cycle.
Donc quand il y a un maillon de la chaîne qui est déséquilibré, ça va avoir des impacts sur tout dans l'organisme. Enfin, le sommeil est un processus fondamental pour notre santé mentale, puisque le manque de sommeil affecte directement notre humeur et notre stabilité émotionnelle. Des recherches montrent qu'une seule nuit blanche peut perturber notre équilibre psychique en amplifiant de 30% l'activité des centres émotionnels du cerveau, notamment l'amygdale, et en réduisant l'efficacité du cortex préfrontal, responsable de la régulation du stress et des émotions. En résumé, négliger son sommeil, c'est négliger une part essentielle de sa santé physique, mentale et émotionnelle. Alors pourquoi ne nous respectons-nous pas? Pourquoi nous ne dormons plus? C'est vraiment un phénomène de société, hein, c'est le stress. Nos vies sont beaucoup trop stressantes et le stress perturbe le sommeil. Et comme le sommeil est perturbé, on est encore plus stressé, c'est un cercle vicieux. Listons ici les 5 raisons principales pour lesquelles nous ne dormons plus, même en temps normal et au-delà des pathologies ou maladies chroniques. Et vous allez voir, le 5e point est sans doute le plus important. Premièrement, nous ne respectons plus les cycles du vivant et notamment notre horloge biologique interne. Un mécanisme naturel situé principalement dans une région du cerveau appelé le noyau suprachiasmatique, qui agit comme un métronome silencieux pour réguler nos cycles veille-sommeil, ainsi que d'autres fonctions vitales comme la température corporelle, la production d'hormones et le métabolisme. Cette horloge biologique est propre à chacun et elle est en grande partie génétique, héritée de nos parents et définit notamment notre besoin plus ou moins grand de sommeil et notre préférence du lever. En bref, si nous sommes un chronotype plutôt du matin, plutôt du soir ou plutôt intermédiaire. Selon la médecine du sommeil, 25% des gens seraient plutôt des lève-tôt, 25% seraient plutôt des oiseaux de nuit et 50% se situeraient entre les deux. Mais se connaît-on assez soi-même pour se respecter? Aujourd'hui, on se connaît plus du tout, en fait, parce que tout est mélangé. Si on en revient aux bases, l'homme de Cro-Magnon ou Néandertal qu'on était, il était connecté à son environnement et connecté au cycle de la lumière et du soleil. Il sait, à un moment, il n'y a plus de sommeil, il n'y a plus de lumière, donc on va se coucher parce que notre régulation de mélatonine et du cycle circadien est bonne et naturelle. Aujourd'hui, juste le fait qu'on ait des téléphones qui envoient de la lumière bleue, que l'on soit sur des lumières artificielles en permanence, que l'on ait un rythme qui est un petit peu déconnecté, il faut se lever le matin, il fait nuit pour aller travailler, du coup on rentre le soir, il y a les enfants, il y a tout ça, ils ont été se coucher à un moment, on veut profiter de la vie, donc en fait on n'écoute pas notre besoin d'aller nous coucher parce qu'on a aussi envie de profiter un tout petit peu après le travail, et du coup on va regarder une série, on va se retrouver avec de la lumière bleue qui va encore faire en sorte qu'on se décale. Donc aujourd'hui, on ne s'écoute plus du tout. Et le premier levier, c'est d'observer les propres signaux de notre corps. Parce qu'il nous en envoie en permanence des signaux. À quel moment on commence à bâiller le soir? Quand est-ce qu'on commence à avoir les paupières un peu lourdes? Vous savez, ces moments où on commence un petit peu à s'endormir, c'est des signes qu'on doit y aller. Ça ne sert à rien de résister à ce moment-là. Donc, d'une part, on est complètement déconnecté parce que notre vie, la société dans laquelle on est, fait qu'on est obligatoirement déconnecté de notre corps. Et surtout, parce qu'on n'a pas appris à nous écouter, mais ça dès la petite enfance. Donc c'est de reconnecter à ça, profondément, à nous, à nos propres besoins, nos propres sensations, et essayer d'optimiser au mieux avec l'environnement et la société dans laquelle on est. Mais il y a un aspect très physiologique et hormonal, mais il y a aussi un aspect spirituel, c'est-à-dire que quand nous sommes dans le sommeil profond, on peut dire que l'âme se repose, l'âme a besoin de se reposer. Le problème des personnes qui ont des troubles du sommeil et qui prennent des médicaments, par exemple, c'est qu'en fait, elles dorment, mais elles ne vont pas dans le sommeil profond, elles oublient qu'elles ne dorment pas en quelque sorte. Or, pour récupérer, c'est le sommeil profond, le véritable sommeil profond qui est important, et il faut que les plages de sommeil profond soient suffisamment longues. Si ça n'est pas là, la qualité du sommeil n'est pas suffisante, et donc ça perturbe le système hormonal, le système nerveux, et c'est le début des problèmes. Lutter contre notre rythme naturel, c'est donc lutter contre les rythmes fondamentaux du vivant, et cela augmente le risque de maladies chroniques. Mais il faut dire que notre horloge interne se dérègle pour bien d'autres raisons, comme le manque d'exposition à la lumière naturelle. Aujourd'hui, nous passons 90% de notre temps à l'intérieur, souvent sous une lumière artificielle, froide et insuffisante. Pourtant, notre corps est programmé pour réagir à la lumière du soleil, ce signal millénaire qui régule le métronome invisible niché dans notre cerveau. Sachez que pour vous aider à comprendre votre chronotype et pour explorer toutes ces questions, nous avons créé avec Inexploré une odyssée dédiée au sommeil.
Le lien est en description, je vous en dis un peu plus en fin de vidéo. Deuxième raison de nos nuits perturbées, les écrans, évidemment. On le sait, et pourtant, ils sont devenus nos nouveaux compagnons de chevet. Mais ce qu'on ne réalise pas assez, c'est que cette lumière bleue, proche de celle du jour, bloque la production naturelle de mélatonine, cette hormone précieuse qui agit comme un signal pour dire à votre corps de plonger vers le sommeil. Résultat, votre cerveau reste en état de veille prolongé, incapable de comprendre qu'il est l'heure de décrocher. Les études sont sans appel, regarder un écran avant de dormir peut retarder l'endormissement de plusieurs demi-heures. Et même lorsque vous finissez par vous assoupir, la qualité de votre sommeil est altérée, vous vous réveillez fatigué. Alors si on veut respecter les drivers biologiques qui entraînent le sommeil, il faut considérer les facteurs environnementaux et les facteurs comportementaux qui peuvent affecter ces drivers et qui vont nous empêcher de dormir. Aujourd'hui, je pense que les comportements les plus délétères que l'on puisse avoir contre le sommeil, c'est l'accès inapproprié ou trop fréquent aux réseaux sociaux. Il y a d'autres choses, comme par exemple la luminosité. Une plus grande luminosité n'est pas adéquate. Par rapport aux conditions comportementales, qui je pense, elles, sont beaucoup plus extrêmes et importantes à considérer, c'est souvent les effets des lumières bleues, mais surtout le driver émotionnel des réseaux sociaux. Par exemple, quand on va regarder à des réseaux spécifiques, on va, par exemple, être émotionnellement incité à être plus éveillé. Et c'est pareil pour d'autres conditions. Par exemple, les personnes disent qu'il faut écouter de la musique. Écouter de la musique, c'est un couteau à deux tranchants. C'est-à-dire que ça peut être positif pour certaines personnes qui ont besoin de se relaxer, donc un besoin émotionnel, mais par contre pour d'autres personnes qui n'ont pas ce besoin émotionnel, ça peut être contre-productif. Pourquoi? Parce qu'on sait que la musique va entraîner une plus grande activité cérébrale. On sait que écouter la musique va entraîner une activité inter-réseau cérébral qui va augmenter l'activité cérébrale, alors que c'est exactement le contraire qu'il nous faut. Dormir, cela veut dire se prédisposer à une condition de relaxation qui va nous permettre de rentrer dans le cycle du sommeil de manière adéquate, en respectant toutes ces conditions-là, donc des aspects comportementaux et les aspects environnementaux. Troisièmement, nous ne faisons preuve que de très peu de douceur envers nous-mêmes et envers les autres. Et ce phénomène est accentué par cette société hyper connectée nous menant à toujours plus de réactions, de surréactions et donc à plus de stress et à plus d'anxiété. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui ne dort jamais. Nos boîtes mail vibrent à toute heure, nos téléphones clignotent dans l'obscurité de nos chambres et les notifications s'immiscent jusque dans nos moments les plus intimes. La conséquence de cela, on ferme les yeux, mais nos pensées tournent encore et encore. Notre cerveau est constamment en alerte, incapable de débrancher. Et selon différentes recherches, 50% des insomnies sont directement liées au stress et à l'anxiété. Pourtant, le sommeil nécessite une chose essentielle, le lâcher-prise. On est effectivement dans une société qui est un peu paradoxale. C'est-à-dire qu'on va vraiment nous demander d'un côté créer un espèce de stress à l'idée de devoir lâcher prise et en même temps on doit tout contrôler et on doit être multitâche. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des messages qui sont complètement contradictoires, qui déjà sont difficiles pour le cerveau et qui ne sont pas naturels non plus. Être multitâche, ça ne l'est pas. Si on est multitâche dans notre journée, c'est juste que le cerveau fait ce qu'il peut pour avoir une tâche par-ci par-là. Et d'un autre côté, on doit tout réussir, on doit arriver à tout faire en même temps. Donc évidemment, quand on arrive le soir, le sommeil, c'est un petit peu un défi. Mais c'est un défi que l'on doit réussir. On doit réussir à s'endormir. Sauf que si on se dit que l'on doit réussir à s'endormir et qu'on ne se fout pas la paix, on ne lâchera pas prise sur notre sommeil. Et c'est là qu'on peut développer une certaine forme d'angoisse et de stress à l'idée d'aller se coucher. La règle numéro 1 que je dis à tous mes consultants depuis des années, c'est foutez-vous la paix. Voilà, on n'en a rien à faire. La première chose, c'est de se foutre la paix déjà dans notre quotidien. Le meilleur moyen pour lâcher prise, c'est déjà de commencer à baisser la pression. C'est pas grave si on n'arrive pas à tout faire. C'est pas grave si à la fin de la journée on n'a pas tout fini. Et de voir quelles sont nos croyances par rapport à ça. Pour justement le soir arriver dans un état où on est capable de se laisser aller. Et aujourd'hui, c'est plutôt difficile de réussir à se laisser aller. On est dans une société qui fonctionne principalement sur le cerveau gauche, qui est
le rationnel, le scientifique, le entre guillemets masculin, et pas assez sur le cerveau droit qui est l'intuitif et le féminin. On est déconnecté de notre nature profonde, mais plus simplement de notre intuition et de notre sagesse intérieure. On va réagir rapidement, certaines personnes ont des idées de génie, mais sur des situations d'un point de vue théorique, et du coup vont prendre des décisions qui vont aller à l'encontre du bien-être de la planète, des animaux, des plantes, des autres humains. Parce que quand on est déconnecté de soi-même, on est déconnecté du reste. Et donc ça fait un peu boule de neige, malheureusement. Donc voilà. Laisser les préoccupations du jour derrière soi, accepter de ne plus tout contrôler et se permettre de plonger dans l'inconnu de la nuit, c'est essentiel, et quand on enquête sur le sommeil, on le remarque assez vite, le sommeil et la mort partagent une même symbolique. Tous deux nous extraient de la réalité, l'un provisoirement, l'autre définitivement. Le sommeil nous ouvre la porte à un domaine qui est souvent mal compris, qui est souvent inexploré, c'est le cas de le dire, dans le cadre du sommeil. Et donc c'est par exemple toutes ces conditions qui sont associées avec la conscience dans les états de sommeil, c'est-à-dire être dans cette capacité d'avoir des rêves lucides ou d'expérimenter par exemple des expériences hors du corps qui sont très positives dans beaucoup de cas. Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre à ce sujet, tant et si bien qu'aujourd'hui, on peut considérer que la plupart des théories qui essaient d'expliquer la conscience ne prennent pas en considération la conscience dans les états de sommeil. Donc on a beaucoup de théories, des théories qui sont reconnues, qui nous permettent de comprendre la conscience dans les états de veille, mais qui n'incluent pas l'expérience de la conscience dans les états de sommeil. Et donc qui sont restrictives et qui sont en fait limitées pour comprendre ça. Et je pense qu'une fois que les scientifiques vont commencer à mieux appréhender les réalités sous-jacentes à ce domaine d'exploration de la conscience dans le sommeil, on va mieux comprendre ce que c'est que la conscience. Et on va pouvoir effectivement avoir des théories de la conscience qui sont plus inclusives et certainement moins réductionnistes. Dans l'Advaita Vedanta, une tradition philosophique non dualiste issue de l'hindouisme, le sommeil, et en particulier le sommeil profond, est perçu comme une expérience qui révèle la nature fondamentale de la conscience, nous invitant chaque nuit à une forme d'éveil spirituel. La particularité du yoga Vedanta, c'est qu'il part du sommeil profond, parce qu'il considère que c'est là que nous nous trouvons, nous, conscience pure. L'idée, c'est d'arriver à ce qu'on appelle Turiya, l'état de sommeil profond reconnu dans l'état d'éveil. Donc on est, alors avec des mots très simples, aussi serein, détendu que dans le sommeil profond, tout en étant conscient. Donc cet état-là de joie sans cause, d'amour pur, de félicité, où le mental ne fonctionne pas encore, il n'y a pas encore d'ego. En fait, c'est comme l'état de sommeil profond, c'est-à-dire il est là sans être là, en quelque sorte. La conscience est là, le mental, l'ego n'est pas là. Et donc c'est cet état-là que nous cherchons à retrouver. Alors je reviens au Yoga Vedanta, qui considère que c'est dans le sommeil profond que nous nous trouvons, et que l'état de sommeil avec rêve et l'état d'éveil sont tous les deux des manifestations de la conscience. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le sommeil profond. Point barre. Parmi les petites anecdotes, sachez que chez les Dogons du Mali, les rêves sont des portails vers des dimensions cosmiques où l'âme peut interagir avec des forces surnaturelles. Dans la Kabbale, le sommeil est vu comme une période où l'âme monte dans les sphères supérieures pour se purifier et recevoir des influences spirituelles. Dans la tradition islamique, le sommeil est perçu comme une forme de mort temporaire et les rêves sont vus comme des visions potentielles envoyées par Dieu. Alors que les aborigènes d'Australie considèrent que les rêves sont des moments où l'âme peut entrer en contact avec le temps du rêve, une réalité spirituelle atemporelle où réside la sagesse des anciens et l'essence du monde. En vérité, le sommeil cache de profonds aspects spirituels qui nous questionnent aussi sur un point. Si jamais la conscience n'est pas le fruit du cerveau, comme le disent toutes ces traditions, que fait réellement notre âme pendant la nuit ? Mais si tu poses cette question-là, c'est que tu penses qu'il y a une âme individuelle qui fait quelque chose pendant la nuit. La position des Védantins, c'est qu'il n'y a rien d'individuel. Il n'y a pas un corps, il n'y a même pas une âme individuelle. Ultimement, il n'y a que le soi.
qui la nuit est non manifestée. Voilà, donc ce que l'âme fait pendant la nuit, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à des voyages astrales, etc. La position de l'Advaita Vedanta est radicale et ultime, hein. Tout est le soi et quelque part il n'y a rien. Quatrième cause de nos insomnies, beaucoup plus terre à terre, notre dîner. Le dîner est un moment qui est vraiment important pour optimiser son sommeil, déjà parce qu'il ne doit pas avoir lieu trop tard, parce que plus on mange tard, plus la digestion se fera pendant la nuit, mais surtout sur le plan qualitatif aussi. Les aliments que l'on va manger vont avoir un impact sur notre sommeil et sur la qualité de ce dernier. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'ils nous préparent. J'ai envie de dire, prenez ce repas-là comme étant la porte d'entrée vers le sommeil. Oui, ce que nous mangeons le soir et l'heure à laquelle nous mangeons déterminent en partie la qualité de notre nuit, car la digestion est un processus exigeant pour notre corps. Certains aliments, et notamment tous ceux qui sont favorisés par réflexe en temps de stress et d'anxiété, vont déclencher une série de réactions métaboliques qui élèvent la température corporelle et sollicitent intensément votre système digestif. Or, pour bien dormir, le corps a besoin de refroidir légèrement sa température interne. Ce que l'on sait, c'est qu'en fait, il faut réduire le métabolisme quand on veut aller dormir. Si on va manger une côtelette de bœuf à 500 grammes à 9 heures, alors que notre biorhythme nous indique qu'on doit aller dormir à 10 heures, on a un problème. On ne va pas dormir de la même manière. Parce qu'on va stimuler le métabolisme. Ce qu'il faut faire, c'est justement réduire le métabolisme avant d'aller dormir et donc limiter les apports caloriques. Si on picore en permanence, ça va dépendre de ce que l'on va picorer, mais en règle générale, on va plutôt aller vers des produits plutôt sucrés, plutôt réconfortants. Tout ça, ça va avoir un impact sur notre microbiote intestinal, ça va déséquilibrer ces bactéries-là, qui, elles, en échange, vont déséquilibrer ou ne pas envoyer les bons messages au niveau de l'organisme, donc dérégulation du système nerveux, du système hormonal, du système immunitaire, qui lui-même peut dérégler le sommeil de par tout un tas d'autres processus. Il ne faut pas oublier non plus que lorsque l'on a un déséquilibre du microbiote, si on vient à manger beaucoup de sucre, eh bien, il arrive que certains micro-organismes prennent le dessus et que ce ne soit pas nous qui ayons envie de manger du sucre, mais que ce soit un besoin du micro-organisme qui est envoyé dans la circulation sanguine et on pense que c'est nous-mêmes. Donc d'un sommeil déséquilibré peut faire qu'on picore un petit peu plus de sucre, qui peut déséquilibrer notre microbiote, qui peut lui-même en retour nous demander plus de sucre et avoir une influence sur notre sommeil. D'où l'importance vraiment de commencer d'un côté et de bien écouter son corps pour savoir si c'est vraiment nous qui avons envie de picorer ou pas à ce moment-là. Si l'alcool peut statistiquement nous permettre un endormissement plus rapide, il faut savoir qu'il occasionne aussi un sommeil fragmenté et non réparateur. L'alcool, ce que l'on sait de l'alcool, c'est que l'alcool, ou par ailleurs la caféine, vient perturber les cycles du sommeil. Donc l'alcool spécifiquement vient dérégler les différents cycles et donc nous empêche de dormir correctement. Et souvent les personnes vont dire « Ah oui, si je me prends un petit kir ou autre chose avant d'aller dormir, je dors mieux. » Ben, c'est pas vrai. Ce n'est pas un fait. Biologiquement, on peut le voir avec les électroencéphalogrammes, on peut le voir en mesurant l'activité électroencéphalographique à partir de mesures de polysomnographie durant le sommeil, que le rythme ou les rythmes et les cycles du sommeil de la personne sont affectés. Et pour ce qui est de la caféine, par exemple, on voit que la profondeur du sommeil est affectée également. Donc l'alcool n'est pas recommandé. Par ailleurs, l'alcool aujourd'hui est recommandé dans de très petites occasions parce que de manière générale, elle est mauvaise pour le cerveau. L'alcool est mauvais pour le cerveau. Cinquièmement, et c'est sans doute le point le plus important, nous manquons de rituels. Nous avons oublié que la nuit est une transition, un passage où le corps et l'esprit doivent se préparer doucement à une forme de renouveau. Et cela nécessite une forme de routine en accord avec les 4 premiers points. Car dormir n'est pas simplement une action biologique, c'est un art. Et comme tout art, il repose sur un ensemble d'intentions et de gestes précis. Compartimenter la soirée dans le temps et favoriser les portes du sommeil à travers nos intentions et nos actions. Aussi, notre chambre n'est pas une salle de réunion, ni un cinéma, ni un bureau. Elle est, ou devrait être du moins, un sanctuaire dédié au repos. Aujourd'hui, la première chose que l'on constate, c'est que la chambre n'est pas uniquement un lieu pour dormir. Et donc ça, c'est la première chose à déjà réhabiliter.
se reconnecter avec sa chambre comme étant un lieu pour dormir. Donc ça veut dire faire attention à sa literie, à la température, pas d'appareil connecté à l'intérieur de la chambre, faire attention à tout ce qui est ondes électromagnétiques, naturelles, artificielles, tout ce qui va charger l'environnement. La chambre doit être épurée, ça doit être propre, ça doit être calme, avec des peintures douces. C'est sûr que si on est dans une chambre avec une peinture stimulante en rouge écarlate, peut-être qu'on dormira un petit peu moins bien. Tous ces paramètres sont vraiment à prendre en compte pour créer cet environnement, ce sanctuaire qui est uniquement dédié au repos. En vérité, il y a des dizaines d'autres raisons qui nuisent à notre sommeil et il y a aussi des centaines d'autres astuces pour mieux dormir. La beauté de la médecine du sommeil, c'est qu'elle nous permet d'être dans le relatif. En médecine du sommeil, on ne va jamais considérer les choses comme étant noir et blanc. On va toujours regarder les prédispositions génétiques, les conditions comportementales, les conditions environnementales. Et donc tout ça entraîne un niveau de complexité qui nous demande d'être spécifique et de nous rapporter à la réalité individuelle, idiosyncratique, on peut dire, de l'individu et des problèmes qui sont associés. Parce qu'il n'y a jamais de solutions qui sont nécessairement adaptées pour tous. On ne peut pas dire que c'est toujours le cas pour une condition spécifique. Et c'est ça la beauté, c'est que ça nous apprend à relativiser dans une société dans laquelle on est de plus en plus certain des choses et on a de plus en plus d'opinions catégoriques et absolues. Alors, pour affronter ce mal du siècle, nous avons choisi, avec Inexploré, de créer une odyssée dédiée à cet enjeu. Une forme de parcours multimédia et initiatique, avec des vidéos, des podcasts et différentes ressources pour vous aider à mieux dormir la nuit, afin de vous éveiller le jour. C'est la promesse. Car aujourd'hui, la science nous montre combien chaque nuit est essentielle pour notre mémoire, pour notre humeur, pour notre santé physique et mentale. Vous découvrirez tout cela avec Rodrigo Montenegro, spécialiste en médecine du sommeil, neuroscientifique et doctorant en neurosciences. Il existe aussi de nombreuses astuces ordinaires et extraordinaires pour mieux dormir afin de tenir compte de la nature vibratoire du monde et de notre réalité. Vous découvrirez de nombreux conseils avec Loïc Ternicien, herboriste et naturopathe. Et pendant ce temps, la spiritualité nous rappelle que le sommeil est aussi un rituel, une transition douce entre le bruit du jour, où nous pouvons aussi nous questionner sur la mort, sur la conscience et sur tous les secrets qui se cachent derrière la question du sommeil. Vous explorerez ces sujets avec Daniel Verlessen, spécialiste du yoga nidra et de la spiritualité indienne. Au fond, le sommeil, c'est un moment essentiel où le corps se répare, où l'esprit se réorganise et où l'âme s'apaise. Alors si le sujet vous intéresse, rejoignez dès maintenant nos experts et embarquez dans cette aventure. Le lien vers l'Odyssée est dans la description. N'oubliez pas que ce parcours initiatique est aussi disponible en carte cadeau. Donc si vous connaissez des proches potentiellement intéressés par cette Odyssée, partagez-leur cette vidéo ou mieux, offrez-leur l'Odyssée en cadeau.